un peu s'éloigner des recommandations du CFMS parce qu'on va traiter des ancrages mutualisés, donc, du coup, qui ne sont pas évoqués dans les recommandations. On verra peut-être pourquoi c'est pas encore traité, parce qu'il y a encore certainement de travail, de recherche à faire sur ces objets. Alors pourquoi il reste beaucoup de travail à faire sur des ancrages mutualisés? Parce que du coup, beaucoup de normes qui ont été citées jusqu'à présent viennent de l'oil and gas, où on avait une structure flottante seulement, on n'avait pas un champ de structure flottante, et cette structure flottante, il fallait l'ancrer avec 3, 4, plusieurs lignes d'ancrage, et du coup chaque ligne avec une seule encre. Maintenant, on s'imagine qu'on a un champ de structure flottante, il faudra à peu près le même nombre de lignes d'ancrage. Par contre, une encre pourrait être partagée avec plusieurs lignes. C'est ce qu'on va voir dans ce cas-là. Et du coup, on ne réduira pas forcément le nombre de lignes, mais on va essayer de réduire le nombre d'encres et ainsi réduire le coût d'installation et de maintenance des champs d'éoliennes flottantes. On va présenter avec Christian 2 projets de recherche en cours. Le premier projet Mutank pour Mutualize Anchors for Offshore Wind Farms, qui a pour objet d'étude ces encres mutualisées dans le sable, et le projet ShareWind de Christian, qui cette fois-ci va regarder ce qui se passe du côté des argiles. Alors le projet Mutank, il est dirigé par France Énergie Marine, financé par l'ANR. Il comprend plusieurs industriels, Technip, Saipem, Eolfi, EDF, Innosys, Skyborn, Total Energy, et aussi des partenaires du côté académique, l'Université Grenoble-Alpes, l'Université de Nantes et du coup l'Université Gustave Eiffel. C'est un projet de 3 ans qui va toucher à sa fin en fin d'année. Et c'est un projet multidisciplinaire, donc il n'y a pas que de la géotechnique, donc il faudra être indulgent avec ma présentation sur la première partie qui n'est pas géotechnique, donc je ne maîtrise pas tout encore les aspects. La partie géotechnique bénéficie aussi d'un financement du WIMEC, c'est-à-dire de la région Pays de la Loire. Donc le but de ce projet Mutank, c'est d'identifier de l'amplitude que pourrait être la réduction des coûts qu'apporterait une encre mutualisée dans un champ d'éoliennes flottantes. Et donc les principaux challenges scientifiques et techniques, on en a listé 4. Donc déjà, il faut identifier le maillage d'une telle ferme. Quel serait le maillage, le dimensionner et l'optimiser avec des encres mutualisées. Ensuite, nous regarder du côté de la géotechnique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interaction sur le structure quand cette fois-ci l'encre est plus uniquement chargée dans une direction, mais dans plusieurs directions. Voir si on ne pourrait pas proposer une méthodologie pour designer ces encres et du coup les conséquences sur les prix de maintenance et d'installation. Le projet est c'est une première phase, je pense, d'étude. On n'aura pas des conclusions à la fin de cette année à vous proposer, mais on espère avoir justement une meilleure connaissance, une meilleure compréhension du coup de ce potentiel de réduction des coûts. Et c'est une meilleure idée du coup du vraiment comportement sol-structure en multidirectionnel. Le premier Work Package scientifique, dont le leader est France Énergie Marine, justement, présente les aspects de dimensionnement des lignes d'ancrage et de l'analyse des charges sur l'encre. Donc, ils vont faire tourner des modèles numériques, cette fois-ci hydro-aérodynamiques, donc pas du tout des modèles géotechniques. Et le but de ce premier Work Package est de nous donner à nous, géotechniciens, des inputs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, quel va être le cas de charge d'une encre mutualisée par rapport à une encre normale, quelle sera la différence. Et le second aspect sera pour eux de regarder au niveau des lignes d'ancrage, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas, si l'encre est mutualisée. Parce que le nombre de lignes d'ancrage normalement sera exactement le même ou sensiblement le même dans un champ d'encre mutualisé. Différentes activités ont été menées. La première activité de ce Work Package était de définir un cas d'étude. On a pris un flotteur semi-submersible avec une éolienne de 15 MW, un maillage triangulaire régulier
à 120 degrés avec 3 lignes d'ancrage à 120 degrés. On a étudié 3 hauteurs d'eau, 80 mètres, 200 mètres, 600 mètres, avec du coup des conditions de lignes qui étaient un peu différentes, donc allant du caténaire jusqu'au semi-tendu, et différentes cas de charge en fonction de l'environnement. Avec, une fois ce cas d'étude défini, ils ont fait une étude sur justement le système des lignes d'ancrage, en faisant varier encore une fois plusieurs types de matériaux pour cette ligne, une chaîne classique, du polyester, du nylon et du polyéthylène. Ils ont aussi regardé différents cas de chargement au niveau de la houle et du vent, allant jusqu'à des chargements qui ne sont pas forcément demandés pour les régions françaises, mais de type ouragan. C'est des cas de charge qui sont demandés pour des champs d'éoliens flottants dans le monde. Ils ont regardé aussi ces cas de charge. Et le but était de voir la différence sur une encre de la charge dans un maillage où on va mutualiser l'encre et dans le cas où il n'est pas mutualisé. On voit sur la petite figure du coup je n'ai pas lancé cette figure, mais donc le style de modèle qu'ils ont fait tourner. Et du coup, le résultat pour le géotechnicien, c'est ce graphe-là. Donc la force en X, Y, Z résultante sur l'encre. Donc également, le type de résultat obtenu ici à gauche, c'est des sortes de roses où on peut voir en fonction du cas de charge, tempête, en ligne, pas en ligne, croisée, avec de la houle croisée, de la houle pas croisée, la résultante sur l'encre de l'effort. On peut voir du coup sur un certain type de chargement qu'il y a quand même une sorte de variabilité dans la direction du chargement en plus. Mais certains cas de charge, par exemple, présentent plutôt pas de variabilité dans la direction. Tout ça derrière aussi en essayant d'avoir une étude simplifiée sur le coût de ces lignes. Je ne parle pas là du champ, mais vraiment des lignes dans le cas d'un champ mutualisé. Les deux autres work packages étaient plus basés sur la géotechnique. Le premier, géré par l'Université de Nantes, porte sur des travaux de modélisation numérique avec plusieurs activités. Tout d'abord, une étude bibliographique sur le type de modèles et de lois de comportement qui sont déjà produites dans la littérature. Ensuite, il a fallu choisir une loi de comportement pour le sol. Alors, pour choisir cette loi de comportement, il a fallu, on était obligé déjà d'avoir une loi non linéaire pour travailler sur cette problématique, et en plus une loi qui prenait en compte les chargements cycliques, comme vous voyez ici, sur un chargement unidirectionnel, une loi qui accumule du déplacement lors de chargements cycliques. Pourquoi ? Parce que le chargement multidirectionnel est en fait obligatoirement cyclique. Dès qu'on va changer de direction, en fait, dans notre sol, on va décharger certaines zones du sol et charger des nouvelles zones du sol. Donc ça veut dire, quand je dis multidirectionnel, il faut déjà comprendre qu'on est dans du cyclique. On n'est pas du monotone. Et donc, il y a des lois de comportement maintenant qui prennent en compte ces accumulations de ce qu'on va appeler dans le jargon de déformation plastique au cours des cycles de chargement. Donc c'était un point important de la loi de comportement qu'on a choisi. Une fois cette loi de comportement choisie, on a également dû regarder quel type de modèle d'éléments finis on allait utiliser. On a choisi des éléments finis logiciel Abacus qu'on maîtrisait relativement bien, qui permet de faire différents types d'analyses. Donc à la fois envoyer des time series, mais aussi faire des analyses plus simples, sinusoïdales et cycliques. Et enfin, l'objectif de ce work package était bien sûr de se confronter à ce qui a été fait, ce qui va être fait en centrifugeuse, donc confronter nos résultats entre la modélisation physique et la modélisation numérique, tout ça pour obtenir au final un modèle numérique robuste. Et une fois qu'on aura ce modèle, on ne l'a pas encore, ce modèle numérique robuste, le but est de le faire tourner pour plusieurs géométries, plusieurs types de sols, potentiellement plusieurs aussi
style de chargement. En centrifugeuse, on est obligé de faire des chargements plutôt simplifiés, on ne peut pas faire des chargements très compliqués. Une fois que le modèle est trouvé en numérique, ils peuvent le faire tourner pour des choses plus compliquées. Aussi faire ce qu'on appelle des études de sensibilité des paramètres. Quels sont les paramètres clés du dimensionnement de ces angles partagés? Quels sont les paramètres moins importants? Le deuxième work package scientifique, du coup, porte sur les études, une étude expérimentale en centrifugeuse. Vous l'avez visité tout à l'heure. Donc, ce but, on est au début de cette étude sur le multidirectionnel. C'est quelque chose qu'on commence. On ne l'avait jamais fait auparavant. Et donc, c'est simplement d'améliorer la connaissance vraiment dans ce qui peut se passer dans une direction qui peut évoluer au cours du temps. Donc, pour ça, il a d'abord fallu développer un système de chargement multidirectionnel et venir à effectuer une première campagne d'essais et confronter ces essais avec le modèle numérique. Le chargement, le modèle, le setup, vous avez pu le voir, on l'avait installé dans la centrifuge. On a 3 vérins électriques situés verticalement au-dessus de poulies. Des poulies qui vont renvoyer la charge de façon horizontale à la tête du pieu. Pour cette première étude, on a choisi on va dire le cas le plus simple, c'est-à-dire chargement horizontal en tête. On a un pieu. Pourquoi un pieu? C'est ce qu'il y a de plus simple. Il nous fallait un type de fondation qui était axisymétrique. On ne peut plus utiliser en encre partagée une drag encore. C'est plus possible, on vous l'a dit. Si on prétend une drag encore dans une direction et que cette direction varie, on perd la capacité de la prétention, donc drag encore pas utilisable. Donc dans un premier temps, une fondation de type pieu avec un chargement en tête horizontal. Et vous voyez dessous le système avec les 3 lignes d'ancrage à 120 degrés. Le fait d'avoir 3 vérins nous permet, avec des lignes d'ancrage, nous permet de faire n'importe quel chemin d'effort dans les 2 directions X et Y croisées. Si on avait eu des vérins avec une connexion rigide sur le tube, 2 vérins auraient suffi. Vu qu'on n'a que des lignes, il nous faut 3 vérins pour pouvoir faire n'importe quel type de chargement. Très vite, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais notre pieu est instrumenté de 2 paires de fibres optiques, c'est-à-dire 4 fibres optiques en tout, tous les 90 degrés. On voit ici la section d'un tube avec les fibres optiques en noir qui sont dans l'axe de chargement et en rouge perpendiculaire à l'axe de chargement. Ici, les résultats du profil de déformation du tube lors de 3 chargements. En noir, la fibre qui est en extension, donc il y a des valeurs positives de déformation, et en blanc, la fibre qui est en compression. C'est des profils qu'on a l'habitude de voir en géotechnique. En rouge, dans la direction croisée, donc là, vous voyez, le pieu se déforme quasiment pas. Avec ces 2 profils, on peut faire la demi-différence ici et la demi-somme. La demi-différence nous donne une idée du moment fléchissant dans le tube. Donc on voit dans la direction à 0 degré un moment fléchissant, c'est normal, on tire dans cette direction. En rouge, on est dans la direction croisée, pas de moment de fléchissant. On a fait le même essai et cette fois-ci, on a positionné notre tube à 45 degrés. Ça veut dire que les fibres optiques ne sont plus dans la direction du chargement. Et on obtient du coup quasiment une parfaite concordance entre la direction à plus 45 degrés qui est en noir et la direction à moins 45 degrés qui est en rouge. Ce qui est important, ce qui montre la symétrie du problème. Ensuite, si on regarde les demi-différences et les demi-sommes, donc on a une idée d'ici de ce que pourrait être le moment fléchissant dans le pieu. En rouge, donc à plus ou moins 45 degrés, on obtient exactement les mêmes résultats. Qu'est-ce que ça confirme? Qu'on était bien à 45 degrés. Nous, on le savait, c'était ce qu'on avait imposé en centrifugeuse, mais en regardant nos fibres optiques, on peut même retrouver la direction de chargement, dire si on était à 15, 10, 20, 30 degrés, on peut retrouver notre direction de chargement. Comment confirmer cette information que je vous donne? Je vais comparer ici, sur ces 2 schémas, donc les demi-différences, c'est-à-dire le profil de moment fléchissant
sur cette courbe en bleu, c'était la moyenne de mon pieu à 45 degrés, donc du rouge et du noir que j'ai multiplié par racine de 2. Il me donne exactement le même profil que lorsque j'étais inline. Je retrouve dans mon tube n'importe quel moment fléchissant dans n'importe quelle direction. Donc ce tube, ce pieu instrumenté permet, avec des jauges optiques, j'appelle ça des jauges optiques, de venir étudier mon problème de façon multidirectionnelle. Les autres activités, donc une fois qu'on a trouvé notre tube, notre pieu, ça va être de venir faire des essais. Donc pour voir déjà en chargement monotone multidirectionnel, qu'est-ce qui se passe quand je change de direction au cours d'un chargement, est-ce que ça fait évoluer mon enveloppe de rupture ou pas. Et ensuite, le gros du travail, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais commencer à faire des chargements cycliques, pas de façon aléatoire, mais en fonction des cas de charge que m'ont donné le Work Package 2 sur certains types d'événements climatiques, qu'est-ce qui va se passer en fonction de l'endroit où je viens de trouver. Là, vous voyez une vue de dessus, donc les efforts dans la direction X et dans la direction Y. On peut imaginer qu'on aura une zone, comme on a vu pour le projet Solstice, dans laquelle on va avoir de la stabilité, une zone dans laquelle, au bout d'un certain nombre de cycles, dans le projet Solstice, ils avaient dit entre 100 et 1000 cycles, on va rester stable, mais au-delà de 1000 cycles, on aura au-delà de 100 cycles, au-delà de 1000 cycles. Je demande à Alain s'il se souvient. Les 1000 cycles, on va diverger et ensuite il y aura une zone instable où on va partir en moins de 100 cycles. Et enfin, le dernier Work Package, là, ça devra, c'est pas encore fait, ça devra concaténer les résultats des lignes d'ancrage, des essais numériques, des essais en centrifugeuse pour avoir une idée vraiment du potentiel de réduction de coûts de ce type d'ancrage mutualisé dans un champ flottant et aussi nous donner une idée sur ce que pourrait être la suite de ce premier projet Mutank. Les perspectives de recherche, parce qu'effectivement, on n'aura pas tout traité dans ce premier projet. Je vais passer maintenant la parole à Christian qui va vous présenter son projet qui, cette fois-ci, est dans l'argile, plus dans le sable. Ok, bon, je vais parler en français. Bon, s'il y a des erreurs de prononciation, je suis désolé. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de ShareWind, qui est lié au concept d'ancrage mutualisé pour les éoliennes flottantes, avec une application de caissons à succion installée dans l'argile molle. Donc, ce projet est développé par moi-même, Christian Soriano, sous la supervision de Luc Torel et Mathieu Blanc. Donc, avant de commencer ma présentation, je tiens à exprimer mes remerciements aux institutions impliquées dans ce projet. Tout d'abord, l'Université Gustave Eiffel en tant qu'institution bénéficiaire et l'Union européenne en tant que financière du projet, et de plus aussi au NGI, où j'ai fait l'année passée une période de secondment de 3 mois. Et cette année aussi, j'espère faire un deuxième secondment à l'Université de Southampton. Donc, dans l'ensemble, le projet est divisé en 4 working packages et ayant pour objectif principal explorer les concepts d'ancrage mutualisé, en particulier les ancrages à succion installés dans l'argile molle. Donc, le premier working package vise à étudier les conditions de chargement, les conditions du fond marin et les géométries d'ancrage typiques généralement rencontrées dans la pratique actuelle. Le deuxième working package vise à réaliser des expériences en centrifuges pour modéliser les charges multidirectionnelles appliquées aux ancrages à succion. Le troisième working package concerne les approches de modélisation numérique. Pour ce problème, nous envisageons également de tirer parti de l'expérience acquise lors du secondment à l'Université de Southampton. Le quatrième et dernier working package réunit les résultats des working packages précédents pour mener des analyses supplémentaires, y compris des conditions de fonds marins différents, des charges et des géométries d'ancrage à succion variées. Donc, dans cette présentation, je vais d'ailleurs des sujets liés au deuxième et troisième working package. Nous observons ici l'idée générale de l'approche de modélisation centrifugeuse pour les projets. Elle consiste en un profil d'argile normalement consolidé, où nous avons une ancrage à succion et la charge appliquée à partir de 3 lignes d'ancrage, de manière similaire à celle du projet Mutank.
Certaines différences aussi peuvent être également observées, notamment la charge inclinée, si l'on considère un padail, qui amène les points d'application de la charge sur la surface du sol. Ici, nous pouvons également observer la relation avec la configuration du projet Mutank, avec l'emplacement relatif des trois vérins, qui applique les charges cycliques et les détails du point d'application des trois charges. Ils sont séparés les uns des autres en angle de 120 degrés, de manière similaire au projet Mutank. Ici aussi, nous avons quelques détails de la préparation du modèle basé sur des techniques développées à partir des projets précédents à OLCPC, à Lifstar. La première partie consiste à la consolidation de l'argile, où nous avons utilisé du kaolin Space White et un piston hydraulique pour appliquer les pressions de consolidation. Et voici un détail des ancres suction qui ont été testés à une accélération gravitationnelle de 75 G, ce qui donne une géométrie d'encre de 4,5 mètres de diamètre et une longueur de 15 mètres. Donc cela entraîne un rapport entre les longueurs et les diamètres de 3,3. Et actuellement, ici, nous sommes en train d'apporter quelques modifications aux ancres du modèle, telles que l'installation des trois padailles, visant à simuler les ancres actuellement installés dans le projet Hywind Tampen en Norvège. Et dans cette photographie, nous observons en détail l'installation des ancres suction pour un premier essai réalisé pour le projet l'année dernière. Il s'agissait d'un test initial visant à vérifier la configuration expérimentale et obtenir des données préliminaires. Bon, j'avais une séquence de vidéo, mais donc, nous avons ici quelques résultats du premier essai qui se composait de deux tests de charge latérale et d'un test de pull-out. Pour ce test initial, la charge a été appliquée au sommet, dans la partie supérieure des caissons à succion. Et pour l'essai, donc, on a obtenu des mesures de déplacement par rapport à la charge et des mesures de pression interstitielle dans la partie supérieure des ancrages à succion et sur les ancrages. Okay. On a fait également des essais de pull-out, donc ça applique les mêmes principes. Donc ainsi, à partir de cet essai préliminaire, nous avons une idée de la capacité d'attraction de l'ancrage et de la capacité sur charge latérale, au moins dans la partie supérieure, et pour faire des simulations numériques préliminaires. Et également, à partir de la première expérience en centrifugage, nous avons mis en pratique un flux de travail pour appliquer la technique de photogrammétrie afin d'obtenir une réplique virtuelle du modèle. Pour cela, on a utilisé le logiciel Reality Capture. Et pour une visualisation interactive, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Sketchfab. Donc, nous avons obtenu un maillage du modèle après les tests. Donc, il était possible de réaliser certaines mesures telles que la déformation au niveau de la surface du modèle. Et comme vous pouvez constater, des résultats relativement bons ont été obtenus à partir des déformations à la surface du sol, lorsqu'ils sont comparés avec des mesures manuelles. Et passant au troisième working package et une partie du premier, j'ai fait des simulations numériques préliminaires pour mettre en pratique une méthodologie visant à appliquer des charges cycliques multidirectionnelles sur des ancres succion. Mais pour cela, j'ai commencé par utiliser un puits installé dans de l'argile molle comme un point de départ, en utilisant les données d'un thèse de doctorat de la chercheuse Kemakin. Et ça fait partie du projet SolSIF, donc étant donné que j'utilisais des données d'excellente qualité et la technique de préparation de ces modèles à l'époque est la même que j'utilise dans le projet Sherwind, du moins pour la reconstruction du profil d'argile molle. Donc l'idée générale, c'était la construction d'un puits de 18 mètres de longueur, 1 mètre de diamètre, installé dans l'argile molle avec un profil de résistance au cisaillement qui augmente avec la profondeur et la charge appliquée à 2 mètres au-dessus du niveau du sol à la pointe du puits. Donc j'ai choisi OpenSys pour ces simulations numériques préliminaires et j'ai réalisé quelques analyses pour calibrer les modèles numériques
Donc, les modèles constitutifs pour la yield, c'était les Pressure Independent Multi-Yield. Et des autres détails, j'espère les présenter dans une future publication. Donc, mais en revenant à la calibration du modèle, nous observons sa performance dans les tests de charge monotone, en termes de charge et de déplacement à la tête du cube, ainsi que distribution des moments de flexion avec la profondeur. Donc, dans l'ensemble, il montre une bonne performance lorsqu'il se compare aux données expérimentales. Et de plus, le modèle a été testé pour une charge cyclique sur un nombre relativement important de cycles de charge, avec une séquence de charge qui présentait un composant de charge moyenne et une charge composant cyclique. Donc, comme nous pouvons constater, le modèle présente une bonne performance pour cette condition de charge en termes de déplacement à la tête du cube et distribution des moments de flexion. Et des analyses supplémentaires ont été réalisées aussi pour différentes conditions de charge. Et voici un exemple de charge à amplitude variable. En utilisant la séquence de charge présentée par Anderson. Et l'objectif de cette simulation, c'était d'observer la performance du modèle lors de l'application des ensembles de charges à amplitude progressive et décroissante. Et donc, basiquement, on a obtenu des réponses différentes au fur et à mesure qu'on applique soit la charge dans la séquence progressive ou dans la séquence décroissante. En termes de charge multidirectionnelle provenant de la littérature, nous pouvons voir un exemple d'un cas de charge qui considère la même orientation des composants du vent, du vague et courant, ce qui entraîne une tension de charge plus importante dans une direction par rapport à deux autres directions. Et de plus, certaines observations sont fournies en termes de charge multidirectionnelle, indiquant qu'au moins pour les 3 lignes d'ancrage, arrivant à un point, cela entraîne une charge moyenne multidirectionnelle plus faible lorsqu'on la compare à une condition de tension unique. Et malheureusement, ces données ne sont pas disponibles. Et à fin préliminaire, certaines charges ont été estimées en générant des vagues en utilisant un spectre John Swap. Donc, donc j'ai utilisé basiquement ces distributions de charges, je l'ai mis à l'échelle. Et l'idée, c'était d'obtenir des charges avec une distribution fréquentielle représentative des conditions offshore. Et avec les modèles numériques de base, il était possible de simuler une tempête d'une heure et d'application et 3 distributions de charges à 120 degrés. Donc, on a obtenu des déplacements résultants pour 1 ligne d'ancrage et 3 lignes d'ancrage. Une analyse similaire a été faite. Dans ce cas, on a changé la direction de la force résultante des 3 lignes d'ancrage. Donc, également, on observe un comportement différent en fonction du cas de chargement. Et pour conclure, dans le cadre du projet, donc ça a été développé une condition expérimentale pour la charge monotone. On est en train de développer aussi la configuration expérimentale pour les charges multidirectionnelles. Et on a appliqué les techniques de photogrammétrie pour obtenir des modèles supplémentaires et une méthodologie pour charge cyclique multidirectionnelle. Dans le cas de Pio, a été aussi appliqué. Et on espère aussi appliquer cette expérience pour le cas d'infrastructure.